Merci. Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Vous êtes super polis. Vous êtes trop mimes. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour ce festival New Romance donc, qui commence aujourd'hui. C'est la première masterclass. Pardon, je suis essoufflée. J'ai monté 3 marches. Donc c'est la première masterclass. On a avec nous 2 éditrices qui vont nous parler un peu de leur métier d'éditrice. Donc être éditrice de New Romance, la réalité derrière la fiction. Ce que c'est qu'être éditrice, ce que c'est que publier des livres chez Hugo New Romance. Donc on a avec nous Camille Léonard. Bonjour. Et Marine Flour. Bonjour. Si on parle d'être essoufflée, laissez-moi 3 minutes. On est d'accord, les marches, elles nous tuent en fait. Vous allez voir quand vous allez remonter tout à l'heure. Donc, pour commencer donc, cette première masterclass, j'ai envie de vous demander comment ça va. Un peu fatiguée par ce début de festival qui est intense comme tous les ans, mais ravie d'être là. C'est un super événement, donc ravie d'être là. Tout à fait, là on est pour la 8e édition. Absolument. Je dirais pas mieux. C'est le festival, je crois qu'il nous épuise autant que ça nous recharge. On voit pourquoi on travaille, on voit ce que ça peut provoquer chez les lecteurs. Et en même temps, on finit bien sur les rotules, on le sait. Parce qu'être éditeur, c'est être toute l'année derrière un bureau, devant son ordinateur. Et donc, le festival, c'est vraiment le moment où on voit que les livres sur lesquels on a travaillé sur l'année, vous les aimez et où on sent cet amour que vous donnez aux auteurs aussi. Et c'est fantastique pour nous de sentir ça ce week-end, en fait. Trop mimes. Déjà, pour commencer, donc festival New Romance, pour vous, c'est quoi la New Romance et comment est-ce qu'elle se distingue des autres genres? Question un peu compliquée. La New Romance, moi j'aime bien dire que je la fais reposer sur 4 piliers très importants. Vous allez voir un peu le premier pilier, ça semble une évidence. On parle d'une romance et donc d'une histoire d'amour au centre de l'histoire. Jusque-là, merci Marine. Le deuxième pilier, on est dans un univers contemporain, donc on exclut toute la partie historique, par exemple. Le troisième pilier, il est autour de la sexualité. On peut avoir des scènes de sexe explicites. Ce n'est pas une obligation, mais il peut y en avoir, qui est un peu lié au premier. On raconte une histoire d'amour. Assez souvent, dans les histoires d'amour, la sexualité rentre en compte, donc on ne s'en prive pas. Et le quatrième pilier, c'est une fin heureuse. Et ça, c'est peut-être le pilier qu'on peut le plus questionner. Tout ce qu'a dit Marine est vrai et je suis absolument d'accord avec elle. On accepte la réponse. Il y a peut-être un petit détail que je souhaite ajouter. On est de plus en plus dans des romances qui interrogent des sujets de société et ce qui va aussi avec le cadre contemporain. La romance, c'est aussi le reflet d'une époque et de l'évolution de la société dans son ensemble. C'est quoi pour vous les clés d'une bonne New Romance? Outre les points que tu viens de citer, qui finalement c'est la réponse. Déjà, il n'y a pas une grille d'attente qui serait figée et où face à une romance, on serait là avec notre petit curseur à dire ok, on cherche absolument un cadre. Et ça, qui est super avec la New Romance, c'est que c'est vraiment un genre qui renouvelle la manière de raconter des histoires d'amour dans le sens où finalement il n'y a pas une seule New Romance qui ressemble aux autres. Et donc, il n'y a pas une grille fixe qu'on pourrait placer. Certaines des autrices ont une force sur la création de personnages. Certaines sur le fait de t'immerger dans un univers. Certaines ont un style qui est incroyable. Certaines ont un sens du rythme et du cliffhanger qui fait que tu ne vas pas lâcher le livre. Et donc, c'est un amalgame de tous ces éléments qui va faire une New Romance réussie. Mais chaque autrice a sa manière de s'emparer d'exercices, ses points forts qui vont être particulièrement marqués. Et c'est voilà, comment l'alchimie de tout ça va se former dans le texte. Voilà. Après, je pense que chaque éditeur a un peu sa sensibilité de texte qui lui parle ou qui lui parle moins. Donc c'est aussi une affaire de personne, mine de rien. D'un éditeur à l'autre, on ne jugera pas forcément tous une bonne New Romance de la même manière. Moi, je crois qu'il y a une manière de construire les histoires qui me plaît beaucoup, qui tourne autour
des enjeux internes et des enjeux externes des personnages. Je précise un peu parce que alors là, je vous perds. Les enjeux internes, c'est un dilemme intérieur que les personnages doivent dépasser. Par exemple, qu'est-ce que j'ai subi un traumatisme dans mon enfance, je dois dépasser ce traumatisme pour aller mieux. Et les enjeux externes, c'est tout ce qui fait que les deux héros ne devraient pas être ensemble. Est-ce que c'est un enemies to lovers? Est-ce que c'est une boss, un employé? Alors que dans l'entreprise, c'est absolument interdit d'avoir des histoires d'amour. Et généralement, moi, les histoires qui m'embarquent, c'est les histoires qu'ont les deux. Chaque héros a son enjeu interne et en plus, ils ont un enjeu externe qui les empêche d'être ensemble. Vous trouvez que les attentes des lectrices ont évolué au fil des dernières années avec la New Romance ? Avec les réseaux sociaux, par exemple. Oui, j'ai envie de dire heureusement. Aujourd'hui, on ne publierait plus ce qu'on publiait il y a 10 ans. Quand je disais en introduction que c'est un genre qui est vraiment très proche de la société et le reflet de la société, les romances évoluent avec ça. Et donc, on n'a plus du tout les mêmes à l'heure actuelle et plus du tout les mêmes attentes de la part des lecteurs. Il y a quelques années, alors si même avant la création du label New Romance, si je prends la publication de 50 Shades of Grey, au moment où il sort, on parle d'un mommy porn. Je crois que le terme veut tout dire sur déjà la considération du genre, sur la place de la sexualité dans le roman. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un peu le jour et la nuit. On lit plus tellement parce que c'est une histoire dans laquelle on peut avoir des scènes de sexe, mais au contraire, on se laisse embarquer par un sujet qui est beaucoup plus vaste. Ça, c'est une des évolutions notables et du genre et des attentes du lectorat. C'est quelque chose aussi qui se retranscrit dans les couvertures. C'est-à-dire que les couvertures, en 10 ans, vos attentes ont énormément changé. Et donc, il y a des couvertures qu'on faisait il y a 10 ans qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui, et des couvertures qu'on peut faire aujourd'hui qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire parce que c'était pas assez identifié roman, c'était pas assez dans les codes du genre. Et typiquement, alors un recouverturage que tout le monde connaît là récemment, The Deal, voilà, ancienne couverture, vraiment typique, le torse, c'était le reflet d'une époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les couvertures avec des torses vendaient clairement plus. Maintenant, les couvertures avec des torses, c'est compliqué, on est d'accord. Et donc, voilà, et c'est l'évolution, enfin, c'est un des signes que, oui, en 10 ans, la romance a changé énormément. C'est vrai que vis-à-vis des couvertures, ça montre qu'il y a une vraie écoute vis-à-vis de ce que veulent les lectrices, puisque maintenant, voilà, les couvertures sur le torse, on se sait, voilà, on va pas aller plus loin. Donc c'est super important pour vous, l'avis des lectrices sur ce genre de choses. Aussi, par exemple, sur la 4e de couverture, on parle de la couverture qui est ultra importante, mais aussi la 4e, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un art pour faire une bonne 4e de couverture et donner envie, en quelques phrases, aux lecteurs et aux lectrices de lire le roman qu'elles ont dans les mains. Oui, les attentes des lectrices, effectivement, c'est quelque chose qui est capital pour nous, parce que en tant qu'éditeur, on ne fait pas des livres pour se faire plaisir à nous, même si ça nous fait plaisir de faire des livres, c'est un métier passion, c'est génial, mais on ne se fait pas des petits kiffs personnels. On fait des livres pour vous, pour la communauté. Donc, essayez de comprendre quelles sont les attentes et comment on va pouvoir faire un livre qui va plaire à tout le monde, qui va plaire à l'auteur, qui va plaire au lecteur, etc. C'est hyper important, parce que si le livre ne donne pas envie en termes de couverture et de résumé, vous n'allez pas l'acheter. Donc, nous, on a envie de porter le livre le plus loin possible. Alors, la couverture, c'est vraiment le point focal de ce point de vue. Le résumé, pour le coup, il y a moins de problématiques là-dessus, parce que faire un bon résumé attractif, c'est pas des choses qui évoluent au fil du temps sur la manière de le construire. Mais par contre, tout ce qui est les pastilles qu'on va mettre au dos pour bien baliser les choses et tout, ça, c'est des choses qu'on fait en ayant conscience des attentes du lectorat. Oui, l'apparition des trigger warnings, c'est aussi une écoute du lectorat, une vigilance auprès de chacun, d'être sûr de ne heurter personne, que le lecteur qui se lance dans le livre sait à quoi il s'expose. Alors, on aime généralement mettre un avertissement au début et détailler les trigger warnings à la fin pour que celui qui ne veut pas être spoilé ne soit absolument pas spoilé de l'intrigue. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire généralement autour des couvertures. Et en plus, dans le travail avec les auteurs, quand on propose des couvertures, j'explique très souvent que
je ne veux pas entendre un retour qui est j'aime, j'aime pas. En fait, le j'aime pas, c'est très subjectif. Par contre, il y a des éléments beaucoup plus concrets. Nous dire non mais alors désolé, un torse c'est pas possible, c'est totalement démodé. Voilà un retour qu'on entend 100%. On ne propose plus des couvertures torse. Hein. Voilà, déjà, on connaît assez bien le marché, donc on ne fait plus ça. Et à l'inverse, alors on demande toujours aux auteurs quelle couverture ils ont en tête, ce qu'ils aimeraient. Un auteur qui arriverait aujourd'hui en nous disant « je veux un torse nu », on le mettrait fortement en garde en lui disant qu'on ne conseille pas de faire ça au vu du marché. C'est quoi le rôle d'une éditrice dans le processus de publication ? C'est une question qui est intéressante parce que entre les préjugés qu'on a sur le métier et ce qu'on fait réellement, il y a parfois vraiment un monde. C'est vrai que la plupart des gens pensent qu'être éditrice, c'est lire toute la journée. Est-ce que vous pouvez lever la main ? À votre avis, combien de notre temps on passe à éditer des livres ou à lire plutôt des livres ? C'est quoi ? C'est 90% ? C'est 80 ? Vous gagnez un livre si vous trouvez la bonne réponse. Vous voulez participer là, hein ? Alors, notre temps de lecture, il est très petit. Notre temps de lecture, je pense que si on atteint les 10% de ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Par contre, quand on édite les livres, là, on peut les lire 6-7 fois. Donc voilà. Donc en fait, si on parle de lecture en général, oui, en fait, on passe notre temps à lire. Par contre, si on parle vraiment de lire des manuscrits à découvrir, c'est une toute petite partie de notre métier. Et après, comment on intervient ? Alors, on intervient, oui, dans la sélection des manuscrits. Donc là, c'est ce qui découle de on a lu. Et ensuite, je crois qu'on a à peu près la même méthode avec Camille, ça peut se différencier un peu en fonction des éditeurs. Moi, je passe généralement déjà par une phase de grands retours généraux. Donc, c'est lire le livre, comprendre l'essence du message que l'auteur a voulu faire passer et se dire que si on a décidé de le publier, il est bien, évidemment. Sinon, on n'aurait pas pris cette décision. Mais qu'entre bien et la version qui sera publiée, il y a encore un pas à franchir. Et on est un peu la personne qui met des coups de pied aux fesses des auteurs en lui disant « c'est bien, mais tu peux faire encore mieux. Et je vais essayer de te guider pour que ça soit encore mieux. » Là, sur cette phase-là, en fait, on essaye vraiment de comprendre quel est le projet de l'auteur, quel est le message fort qu'il y a au centre du livre, pour essayer de comprendre, ok, de quelle manière tu pourrais travailler ton livre pour dégager pleinement ce qui fait le cœur de ton projet, ce que tu as envie de mettre au centre. Et donc, ça peut être des retours de type tel personnage, il faudrait le creuser, ou à l'inverse, tel personnage, finalement, qui est secondaire, il prend beaucoup de place, alors que dans l'économie globale, il n'apporte pas grand-chose. Donc, est-ce que le réduire ou pointer des problèmes de rythme, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on fait sur la phase de retours généraux. Mais c'est une phase d'échange. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire à l'auteur « Ok, s'il te plaît, tu fais ça », c'est de discuter avec lui, enfin elle en général, hein, et de voir, ok, c'est quoi ton projet ? Moi, voilà ce que j'ai perçu du texte. Qu'est-ce que tu penses de faire ci, de faire ça ? Et en général, quand on a lu et qu'on appelle les auteurs pour cette phase, c'est un appel qui prend la demi-journée. En plus, moi, je m'occupe particulièrement de Laura S. Wilde, qui est un peu bavarde, et moi aussi. Donc, quand je fais l'appel retour généraux avec Laura, je prends 4 heures. C'est... dans mon planning. Je sais pas toi, mais moi, ce que je préfère, c'est généralement on identifie un problème. Et moi, j'ai souvent tendance à dire, voilà, j'ai identifié le problème, une des solutions, ça pourrait être celle-là. Ouais. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est quand l'auteur me dit, non, ta solution, elle me va pas. Par contre, j'ai compris le problème et voilà, moi, la solution que je propose. Complètement. Ça, c'est parfait. Complètement, et des fois, ça m'arrive aussi de repérer un problème et d'avoir pas forcément la bonne analyse, de me dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce problème et que que le projet, c'est ça. Et dans la discussion avec l'auteur, de comprendre qu'en fait, j'avais mal compris. Et donc, voilà, on trouve ensemble une solution pour avancer. C'est vraiment une phase d'échange. Et donc, là, je termine là-dessus. Une fois qu'on a fait ces retours-là, l'auteur a plusieurs mois pour retravailler de son côté, et ensuite nous renvoie le texte. Alors parfois, on a le temps de relire et de faire une deuxième passe du même type. Sinon, on passe ce qu'on appelle à la phase de retour détaillé. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps dans l'édition d'un texte. C'est-à-dire qu'on va prendre le roman et on va le lire page par page, ligne par ligne, pour voir tous les
petits problèmes qu'il peut y avoir dans le texte. Ça peut être les répétitions, ça peut être les petites incohérences de type le personnage au début du chapitre il porte un pull rouge et à la fin il porte une veste verte. Ça va pas. Ça peut être voilà, des petites maladresses de niveau de langue, etc. Et on va prendre le texte phrase par phrase, ligne par ligne et proposer des corrections sur ces problèmes-là. Encore une fois, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'ensuite on envoie à l'auteur qui est tout à fait libre d'accepter ou pas. Et ça, c'est une phase pour faire ça bien et sérieusement. Par livre, ça nous prend entre un mois, selon la longueur du livre, mais en moyenne un mois. Ouais, je n'ai rien de plus à ajouter, je trouve que tu l'as très bien fait. Et une fois qu'on a terminé cette phase, qu'on est d'accord avec l'auteur du coup sur les changements qui sont faits, les changements qui ne sont pas faits, enfin, voilà, on sait que le texte, ça y est, il est abouti. Là, il part en correction. Et donc là, vraiment, on ne traque plus que s'il reste des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des problèmes de typographie, ce genre de choses. Voilà, on n'intervient plus vraiment en détail sur le texte, mais uniquement sur les coquilles qui peuvent rester. Et on n'a pas fini quand on est arrivé à cette étape de correction. Après la correction, on passe en maquette. Donc là, le texte, il est mis en page tel qu'il sera imprimé dans le texte. On relit la maquette. Et alors, on s'en doute pas, mais en fait, il y a plein de règles qui régissent la relecture de maquette. Typiquement, si je prends une ligne, en fin de ligne, je laisse pas un petit mot tout seul. Par exemple, je débute la phrase « je vais à la salle de bain ». Je sais pas pourquoi cet exemple me vient, mais bon. Le « je » ne sera pas tout seul à la fin d'une ligne. Pareil, on fait attention à l'espacement entre les mots sur une ligne. Si on a une ligne qui est très serrée et ensuite une ligne qui est très aérée, c'est pas confortable pour le lecteur. Si on a en début de ligne donc 2 lignes qui commencent par le même mot, en fait votre regard va sauter et vous allez lire 2 fois la même ligne. C'est ce genre de choses et donc on croit que c'est simple, juste on vérifie que le texte est correct et en fait non, il y a quand même pas mal de choses auxquelles faire attention. Et c'est des choses où vous en fait vous en rendrez pas forcément compte quand vous lisez parce que vous connaissez pas forcément toutes les règles et c'est des trucs un peu ténus, mais pour autant on sait que ça va améliorer votre expérience de lecture parce que vous n'allez pas avoir le regard qui bute, ce genre de choses, et donc on essaye de pointer la maquette pour que votre livre, quand vous le lirez, vous aurez l'expérience de lecture la plus agréable possible. Et une fois que le livre donc, est envoyé chez l'imprimeur, il n'y a plus possibilité de le modifier. Non. Imaginons que là, vous relisez et faute. Comment est-ce que c'est alors d'abord, on pleure dans le bureau un bon coup. Oui, on entend à côté des larmes. Non, alors effectivement, une fois qu'il est envoyé à l'imprimeur, on a une ultime chance parce que l'imprimeur, avant de l'envoyer, envoie ce qui s'appelle les traceurs, qui est la version définitive pour nous dire ok, vérifie bien que tout est bon et qu'on check vite fait pour vérifier qu'il y a toutes les pages notamment. Donc à l'étape des traceurs, on peut encore faire une dernière modification. Si le livre, ensuite, on a appuyé sur le gros bouton rouge, vas-y, on lance l'impression, c'est plus possible de corriger. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que déjà, la version numérique, on peut la corriger. Donc ça, on peut le faire avant la version papier. Et on garde en mémoire la faute. Et quand on va lancer une réimpression, là, on fera corriger le fichier pour la réimpression. Okay. Vous êtes éditrice depuis combien de temps et c'est quoi le chemin que vous avez suivi pour faire ce métier aujourd'hui? Alors, on est toutes les deux éditrices depuis 8 ans. Quasiment 9, Marine. Oui, bon, ça va. Le chemin suivi pour en arriver là. Alors, au niveau études, déjà, j'ai toujours eu un cursus un peu moitié éditeur, moitié du côté de la communication marketing. Donc, mon cursus va un peu avec ça. J'ai fait un DUT à l'époque en information communication spécialisée métier du livre. Ensuite, je me suis réorientée vers une licence en communication marketing avant de revenir vers un master en édition. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une agence de communication qui n'avait que des clients éditeurs, donc sur des lancements de livres, de collections et dans des univers très 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 variés, du dictionnaire à la BD, au livre jeunesse, au livre de cuisine, enfin voilà, très variés. Avant d'arriver chez Fixia comme éditrice, puis de passer 100% chez Hugo Publishing en new romance. Moi, pour le coup, j'ai toujours aimé lire, etc. Et très vite, quand je dis très vite, c'est dès le collège, je savais que je voulais un métier
en rapport avec les livres. Donc j'ai fait un bac L. Après ça, je suis partie en prépa littéraire. Et en prépa littéraire, c'est beaucoup de l'étude d'anciens textes en fait. Et pendant la prépa, je me suis rendu compte que moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais pas envie de passer mon temps à étudier les classiques. Ça, il y a plein de gens qui le font très bien. Moi, j'avais envie de m'impliquer pour le présent de la littérature. Et donc, à l'issue de ma prépa, je suis partie en master d'édition, parce qu'il y a des masters d'édition qui existent. J'ai fait 2 ans de master d'édition. Et en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par les plateformes d'écriture en ligne. C'était vraiment, dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial, j'adore ça. J'ai découvert ça pendant mes études. Et quand j'ai découvert l'existence de Fixia, qui est la première plateforme d'écriture, de concours d'écriture en ligne francophone, petit moment promo, je me suis dit, mais c'est génial, je veux travailler là. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Fixia et j'ai pu bouger. Voilà. Et moi, je suis en com, si ça vous intéresse. Voilà, vous avez l'info. C'est quoi pour vous les qualités à avoir pour être une bonne éditrice ? Il y en a plusieurs. La première, assez évidemment, c'est d'avoir une maîtrise de la langue française qui est très importante. Mais pas... alors, par là, je ne veux pas dire d'avoir une maîtrise technique de toutes les règles de correction et tout. Oui, il faut avoir une orthographe irréprochable, mais correcteur, c'est un autre métier. Sur tous les livres, on a des correcteurs qui passent après. Donc, sur les règles vraiment pointues, parfois, ils peuvent nous épauler. C'est plutôt avoir un sens du texte, dans le sens savoir percevoir la mélodie des phrases, être sensible au style, etc. Donc, et être capable d'être sensible au style d'un auteur. Et on travaille très souvent avec plusieurs auteurs et de s'adapter à chaque auteur. De s'adapter à le sens du texte et le sens du texte au sens large, c'est-à-dire le sens du rythme d'un roman. Ça, c'est essentiel parce qu'on est sur les textes, c'est une partie énorme de notre travail. La deuxième grande qualité qu'il faut avoir, c'est des qualités relationnelles humaines, parce que on travaille sur des textes, certes, mais on travaille avec des auteurs. Et donc, quand on parlait de la phase de retour généraux tout à l'heure, c'est des discussions qui sont longues. Le texte, pour l'auteur, c'est quelque chose qui est très important, qui va lui tenir à cœur. Et nous, on va arriver et proposer des changements, etc. Et ça peut être dur émotionnellement pour un auteur. Donc nous, on doit être là pour accompagner et rassurer et construire une relation qui fonctionne. Donc c'est important d'avoir des bonnes qualités relationnelles. Et le dernier pilier qu'il faut avoir, c'est de grandes capacités d'organisation, puisque voilà, on sort un livre, on décide que la date de sortie, c'est, je sais pas, le 13 janvier. Le 13 janvier. Ça veut dire que la date d'envoi en impression, c'est en général, ça dépend des titres, mais entre 1 et 2 mois avant selon le format. Donc ça veut dire que l'envoi en maquette, il est encore 1 mois avant. Donc l'envoi en correction, il est 1 mois avant. Ça crée donc des deadlines. Et donc, il faut respecter ces deadlines. Sauf qu'on n'a pas qu'un seul livre, on en a plusieurs. Donc, il faut gérer toutes les deadlines en parallèle. Et donc, c'est un métier où il y a énormément de deadlines et OK, j'organise mon planning, à telle date, ça doit être fait, et il faut pouvoir gérer ça. Et en plus de ça, il faut savoir être sacrément flexible. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis un peu beaucoup trop carré, et donc j'ai mon planning sur l'année et j'ai mon planning semaine par semaine là je suis en train de faire des retours généraux, ça va me prendre 1 semaine. Moi, j'ai pas ça. Là je suis dans de la prépa de copie, je serai 1 mois sur de la prépa de copie, puis j'enchaîne sur d'autres retours généraux, puis sur d'autres prépa de copie, puis une correction, voilà. C'est carré. Sauf qu'on travaille avec des humains, et Camille parlait des qualités humaines très importantes, et les auteurs ne sont pas des machines. On aimerait beaucoup parfois, mais ça marche pas. Et donc, oui, on s'est mis d'accord sur le texte, on s'est mis d'accord sur une date de rendu. Et en fait, parfois, l'auteur, ça marche pas. Il n'arrive pas à écrire, et on ne va pas le faire à sa place. Et donc, quand il vous dit, en fait, j'aurai 1 mois de retard sur mon rendu,
non seulement il faut tout réorganiser pour maintenir la date de sortie si possible, mais ça veut dire que ça n'impacte pas que son texte et le travail que vous faites avec lui, mais sur tout ce que vous avez prévu ensuite. Donc c'est être hyper organisé et être capable de se réorganiser en permanence sur ce qu'on avait prévu. Moi, je pense qu'avant d'être éditrice, j'avais une vision beaucoup plus technique du métier. En effet, être capable d'intervenir sur un texte correctement, reformuler, et j'avais moins en tête l'aspect humain. Et je pense qu'au quotidien, l'aspect humain est primordial et fait vraiment le cœur du métier d'éditeur. Et par contre, et nous et les auteurs sommes humains. Parfois, ça matche, parfois, ça matche pas. Alors, rarement, ça ne matche pas au point que ça puisse pas se poursuivre, mais il faut aussi savoir s'adapter. Et parfois, c'est une évidence et ça roule et c'est génial. Et parfois, il faut juste trouver le terrain d'entente où on va être capable d'avancer ensemble et de s'apporter tout de même et l'un et l'autre. Puis il y a des manières de fonctionner, c'est-à-dire que par exemple sur les retours détaillés, moi j'ai des auteurs qui préfèrent que tous les jours je leur envoie un petit peu et on fait petit à petit. Il y en a qui me disent plutôt non, envoie-moi tout à la fin et on fait une grosse passe à la fin. Il y en a qui disent ok, moi je préfère qu'on le coupe en 3 et on fait 3 parties. Et là c'est à nous de nous adapter pour que pour l'auteur ça se passe au mieux et de respecter ses préférences. Il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on doit tout de même avoir des capacités d'être convaincant. En fait, la manière dont ça se passe, on choisit les textes, etc. C'est pas nous qui allons les présenter en librairie. On est accompagné par des équipes de commerciaux, et donc on doit présenter les textes aux commerciaux pour qu'ils aillent les défendre auprès des libraires, qui les achèteront ou pas, qu'en achèteront beaucoup ou pas. Et nous, on doit être capable de synthétiser les informations importantes à leur donner et leur donner déjà à eux l'envie de lire pour qu'ensuite ils puissent retransmettre aux libraires. Est-ce qu'il y a aussi comme qualité avoir du flair? Parce que je suppose que vous recevez énormément de manuscrits, que lorsque vous lisez, vous devez être capable de dire dès les premiers chapitres ça, je pense que ça va plaire et ça marchera auprès des lectrices, parce que quand vous recevez un manuscrit, vu le nombre que vous recevez, vous ne pouvez pas le lire jusqu'à la fin, donc ça doit vous impacter dès les premières pages. Oui, alors moi, avoir du flair, je l'avais rangé dans ma grande catégorie, avoir le sens du texte, parce que ça en fait partie, même si c'est un des avatars. Et oui, effectivement, ça fait partie des qualités dont on a besoin. Moi particulièrement d'ailleurs, puisque en plus de mes fonctions d'éditrice, je suis aussi responsable de la plateforme Fixia, donc la plateforme de concours d'écriture où on a plusieurs centaines de participants par concours et où on lit au moins le début de tous les textes en concours. Mais du coup, il faut être capable de lire tous ces débuts dans le temps imparti et de savoir trouver assez vite ceux qui ont le potentiel pour être coup de pouce. Donc oui, ça fait partie des qualités essentielles de savoir repérer assez vite sur les quelques premiers chapitres, est-ce qu'on sent que ça va matcher ou pas, est-ce qu'il y a des forces déjà qui se dégagent ou des faiblesses où on sent que si ces faiblesses-là sont présentes dans les premiers chapitres, ça veut dire qu'a priori, à l'échelle du texte, ça va se retrouver en entier. Donc oui, il faut être capable de faire ça. Et pour préciser, je pense que c'est peut-être important de vous donner un ordre d'idée. On reçoit environ à l'année chez Hugo Publishing, uniquement en New Romance, 7000 manuscrits. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps d'étude des manuscrits, c'était 10% de notre temps de travail. On est 7 éditrices. Voilà, ça vous donne une petite idée de à quel point on peut lire les manuscrits, et on arrive souvent très très vite à déterminer au moins ceux qu'on écarte. Ça peut être en une page. Et après, quand on poursuit, voilà, il y a de plus en plus de chances que si on accroche jusqu'au bout du texte et qu'on le lit jusqu'au bout, c'est un texte qu'on a très envie de publier. Pour donner les stats sur Fixia, là, on a lancé il y a quelques mois le prix de la révélation New Romance 2024, qui a été remporté par Agi Bruchmidt pour Ces mots que nous taisons, que vous pouvez retrouver à la librairie du festival, et qui est une super romance médicale, Rivals to Lovers, que je vous conseille énormément. Pour ce prix-là, c'était le prix où il y a eu le plus de participants de l'histoire de Fixia. On a eu 1442 participants. Et on avait 2 mois et demi de concours. Donc ça veut dire qu'en 2 mois et demi de concours, dans l'équipe, on a dû lire 1442 textes. Sur Fixia, du coup, on a plus de 10% de notre temps qui est consacré à la lecture. Hein, mais quand même, c'était très important. Est-ce qu'il y a une recette magique pour écrire un bon texte? Donne-la nous. Ouais, on la veut bien. Moi, je l'ai. On la veut bien, vraiment. Merci. C'est-à-dire que si on avait une recette magique, on l'appliquerait à chaque fois. On aimerait beaucoup avoir que des textes qui sont des coups de cœur pour nous, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Ça serait fabuleux.
Est-ce que c'est important aussi pour vous de mettre en avant certaines tendances? Par exemple, pendant une grande période, on va voir sur les réseaux sociaux, on parlait énormément du Enemies to Lovers. Est-ce qu'il y a des périodes où quand vous publiez un livre, c'est important pour vous de retrouver certains de ces éléments-là, ou c'est pas ce que vous regardez en premier lieu? Les tropes, on va dire. Non, c'est pas ce qu'on regarde en premier lieu, parce que avant tout, c'est une rencontre avec un texte, et est-ce que c'est le texte lui-même individuellement qui nous plaît. Après, on a connaissance des tropes qui fonctionnent ou pas, et donc face à un texte, on va essayer de se demander est-ce que y a un potentiel commercial ou non, mais c'est un facteur parmi d'autres, c'est pas le facteur déterminant, d'autant que si la tendance est déjà sur les réseaux sociaux, nous, entre le moment où on signe un texte et le moment où il va sortir en librairie, il se passe 1 an. 1 an sur à l'échelle des réseaux sociaux, c'est une éternité. Donc, 1 an plus tard, est-ce que la tendance est toujours là? Et que si la tendance est là, en plus, c'est que souvent, des livres sont déjà sortis dans cette tendance. Donc, que tu arrives longtemps après. Donc, c'est quand même un calcul à faire, parce que la tendance, elle est évanescente, parce que tu arrives après, etc. Nous, il y a plein de textes qu'on a sortis, où au moment où on le sort, c'est un peu novateur, dans cette trope, dans ce champ. Donc c'est pas une tendance au moment où on le sort, et en fait ça lance le truc. Comme exemple, je pense à Plonge avec moi, par exemple, la duologie d'Olitl, qui est une dark romance, qui est la première dark romance qu'on a publiée chez Hugo. Alors on n'avait pas encore la collection dark, mais c'est la première qu'on a publiée chez Hugo. Au moment où on le sort, la dark romance, on n'en parlait pas tant que ça, et c'est ensuite que ça a explosé. Et si on s'était basé uniquement sur l'état des réseaux sociaux à ce moment-là, c'est pas forcément un texte qui s'inscrivait dedans, et pourtant ça a été une énorme surprise positive en termes de vente. Et c'est parce que moi, en le lisant, je me suis dit, mais ce texte, il y a vraiment quelque chose qui me prend sur le rythme, sur l'enquête, sur le suspense. Je veux pas passer à côté de ce texte, et on va créer la case pour l'y mettre. Comment vous arrivez à traiter les sujets un peu sensibles dans les textes? Là, ça me fait penser en fait à la dark romance quand t'en parles. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont assez lourds, et même parfois on peut aussi le retrouver dans la nuit romance. On peut parfois parler de deuil, de problèmes familiaux, etc. Est-ce que c'est compliqué pour vous de les traiter? Alors, peut-être revenir déjà sur le cas de la dark romance que tu évoquais. Après la publication de Plonge avec moi d'Olitl, et avec la montée forte de la dark romance en librairie, chez nous, ça a été des questionnements profonds. C'est-à-dire on cernait bien qu'il y avait un marché, il y avait des attentes, mais on n'arrivait pas tout à fait à se positionner sur la manière dont on souhaitait y aller en tant qu'éditeur. On pouvait être alerté par certaines choses, tout en se disant, en fait, il y a quelque chose qui nous attire, qu'on trouve profondément bon dans certains textes de dark romance. Donc l'idée, c'était pas de se dire qu'il faut absolument pas publier de dark romance. Aujourd'hui, la collection dark romance est là, mais c'était de dire qu'on voulait arriver en librairie d'une manière qui nous paraissait correcte. Donc déjà, ça a été long. On en est arrivé à se dire qu'on ne souhaitait tromper personne sur le contenu des romans, donc à avoir des romans avec un geste page noir, avec en effet des messages de prévention, donc à la fois en 4e de couverture, à la fois les avertissements des auteurs, parce que ça nous paraît très important. Voilà. Et que à chaque maillon de la chaîne du livre, tout le monde se rende compte que c'était une dark romance. Et qu'à partir de là, une fois que c'est clairement identifié, en fait, si les lecteurs sont contents de découvrir de la dark romance et que nous, on est contents de publier des bons textes de dark romance, c'est génial. Donc là, voilà, ça a été vraiment une période assez longue, aussi parce que c'était difficile pour nous de trouver les textes qui étaient alignés avec les valeurs qu'on avait envie de soutenir, où on souhaite par exemple pas aller dans le porn gore, où la surenchère du pire en dark romance nous intéresse pas, donc plutôt du côté d'une dark romance psychologique, avec des auteurs qui sont capables de défendre le propos de pourquoi ils écrivent des dark romances et en quoi c'est vraiment intéressant. Et en fait, quand on met tout ça bout à bout, c'est pas si facile. Donc déjà, voilà, on va dire que c'est des gros questionnements. Et ensuite, les sujets sensibles, on s'est quand même vraiment adapté au fil du temps. Aujourd'hui, on essaye le plus possible de mettre des trigger warnings dans les romans pour que les lecteurs choisissent en conscience, hein, comme sur la dark romance. Et après, au-delà des sujets sensibles, nous, il y a plein de sujets sur lesquels on est vigilant. Alors, ça nous arrive de laisser passer des choses, mais où on va interroger les auteurs sur le message que ça peut véhiculer et si c'est bien ce qu'ils souhaitent faire passer.
Je vous donne des exemples très concrets de ce à quoi moi je peux être vigilante. Le traitement de la folie, qui est une maladie dans un contexte où on fait beaucoup plus attention à la santé mentale. Est-ce que dans un dialogue, on dit sans problème « non mais t'es totalement folle ». Généralement, c'est des choses que moi je le signale aux auteurs en disant « moi en tant qu'éditeur, ça ne me pose pas de problème, juste sois vigilant à ça. Est-ce que c'est OK pour toi ? Si c'est OK pour toi, on conserve et ça sort comme ça. Et sinon, tu peux peut-être reformuler. » Voilà. Et des sujets comme ça, il y en a une infinité. Je pense que là-dessus, les retours des lecteurs sont très précieux pour nous. Ils nous permettent d'évoluer sur bien des sujets. Parfois, très clairement, ça va beaucoup trop loin. Et les auteurs problématiques, pour rien, c'est très difficile à encaisser et pour les auteurs et pour nous. Mais sur des points très précis, ça nous permet quand même vraiment de progresser. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de la New Romance ? Lumineux et radieux. C'est marrant parce qu'on est arrivés donc toutes les deux chez Hugo il y a bientôt 9 ans. Après la publication de Beautiful Bastard, après la publication d'After, qui était une période, c'était la première période, la découverte de la New Romance, où les ventes étaient incroyables, mais où le retour du milieu éditorial, à la fois de nos concurrents, à la fois des libraires, était très dur. Je pense que vous vous en rappelez tous, il fallait aller chercher sous les rayons un livre, on n'osait pas trop demander aux libraires parce qu'on savait qu'on allait être jugé. Et puis, les articles, les titres, ils étaient terribles, les titres des articles qui sortaient sur la romance. Ouais, c'était une somme de préjugés assez incroyable. Et puis après, on a eu quelques années un petit peu plus compliquées, où là, toutes ces personnes-là, que ça soit dans la presse, que ça soit tous les maillons de la chaîne, étaient très contents de nous dire que... C'est fini la romance, là, ça y est, on revient aux choses sérieuses. Là. Exactement, c'est mort, ça va disparaître. Alors bon, il y avait ce retour-là sur la New Romance, mais si on analyse un peu la romance dans l'histoire, ça fait quelques siècles. Hein, donc on se disait que non, a priori, ça n'allait pas disparaître. Mais on était quand même un peu contre vents et marées de ce côté-là. Et puis depuis 2020, c'est le phénomène inverse, c'est l'explosion. Et cette fois, avec tout le milieu qui nous suit. Les libraires qui sont là et qui aujourd'hui connaissent le genre, qui sont des super prescripteurs, qui aussi, parce qu'on a eu des lecteurs de l'origine qui sont devenus libraires, qui aujourd'hui sont capables de conseiller, qui sont vraiment bien. Enfin, c'est un peu le... Je ne sais pas d'où vous venez en France, mais il y a depuis quelques années plusieurs librairies spécialisées romances qui ont ouvert, qui font un travail formidable et qui sont super. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça fait hyper plaisir de voir ces librairies-là ouvrir et faire vivre le genre, en fait. Après, je ne vous cache pas qu'il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire que quand on voit les articles paraître dans les journaux, on peut se réjouir qu'il y ait des articles dans les journaux. Pendant des années, il n'y en a pas eu. On sent encore très souvent le mépris qui reste avec. Ça évolue, pas à pas. Donc, est-ce qu'on en arrivera à un nouveau recul ? Moi, j'y crois pas. Aujourd'hui, la New Romance, on a des rayons New Romance en magasin. Ça y est, elle est implantée. C'est un genre littéraire à part entière. Et puis, on voit tous nos concurrents, amis, éditeurs qui subitement trouvent beaucoup de qualité dans les romances qui, il y a 10 ans, étaient impubliables. Jamais chez eux. On les prendrait jamais à publier de la romance. Donc, je crois que l'avenir sera plutôt beau. Oui, de toute façon, chez Hugo, alors Marine et moi, mais aussi toute notre équipe d'éditrices, on fait de la romance parce qu'on aime profondément la romance et on aime ce genre et on a envie de le défendre. Donc, même quand c'était plus compliqué, nous, on a continué à chercher des textes, à publier des auteurs, à découvrir des auteurs. Donc peut-être qu'il y aura une phase plus de repli, mais je pense que de toute façon, écrire des histoires d'amour, les histoires d'amour, c'est un sujet tellement universel que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter un jour, c'est quelque chose qui va continuer de se transformer, il va y avoir des nouvelles tendances, etc. Ça va se poursuivre et on va continuer notre travail comme on le fait depuis 9 ans, de suivre ces tendances, trouver des nouveaux textes et ça marchera plus ou moins bien selon les années, mais on va continuer à faire parce que c'est ça qu'on aime en fait. Je vais vous poser une dernière question. Après, je pense que vous pourrez poser les vôtres si vous en avez. Donc, on aura 5 petites minutes pour vous si vous avez plus d'interrogations. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? Tout. Merci à vous. Et une bonne journée. Moi, vraiment, la partie rapport humain.
C'est quelque chose, ça me nourrit au quotidien. J'ai beaucoup de mal à faire la frontière, un travail perso, etc. Parce que c'est tellement humain que, en fait, moi, je peux pas dire à mes auteurs, désolé, il est 19h, ciao, je te réponds pas. Et vraiment, ça me plaît. Et puis, tu parlais du flair tout à l'heure. Je crois que la fierté des éditeurs, c'est de voir qu'un texte qui a été leur coup de cœur en premier lieu va toucher plein d'autres lecteurs. Et on a un petit peu ce rôle de Mère Noël, je permets à un auteur d'être édité et d'aller toucher les gens. Et ça, moi, je crois que c'est quelque chose dont je me lasserai pas. Rien ne te passionne? Tout me passionne, Cybèle. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser aux éditrices? Oui. Il y a un micro qui doit circuler, alors attendez. Peut-être que je peux faire passer le mien. Marine, tu as le droit de t'asseoir de temps en temps. Bonjour, c'était super intéressant. Je me demandais, est-ce que vous lisez les avis sur les livres que vous avez édités? Et si oui, comment est-ce que vous les prenez? Est-ce que vous les prenez en considération? Est-ce que vous les prenez bien? Parce que des fois, il y a des avis qui sont assez... Voilà, on va pas se mentir. Donc, je me demandais, est-ce que vous les lisez, vous regardez? Voilà. Alors, moi, oui. Alors, pas systématiquement, dans le sens où je me dis pas, tiens, allez, je vais les regarder. Mais si je les vois, si je tombe dessus, je regarde. Voir si le livre a été perçu de la manière dont je l'espérais. Après, c'est plus de la curiosité qu'autre chose, puisque le livre, il est sorti, donc il va plus changer. Donc c'est plus de la curiosité, et aussi s'il y a des choses qui ont été pointées comme négatives, de dire ok, qu'est-ce que c'était, et pour les prochaines parutions, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais voilà, c'est plus, ça fait partie du travail de veille qu'on fait de manière globale sur les livres qu'on sort. Voilà. Je pense que je les lis de moins en moins. Je les lis toujours, clairement. Mais je pense qu'au départ, du moment que j'avais édité un texte qui sortait, j'allais systématiquement voir les premiers avis qui sortaient absolument tout de suite. Je le fais moins, peut-être par protection personnelle. Mine de rien, bien sûr que ça nous atteint aussi. Et je peux avoir les deux réactions. Je peux en effet avoir la réaction de, en fait, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment de progresser, et j'y aurais pas pensé de moi-même, et ça m'éduque dans un certain sens, et je trouve ça hyper chouette. Je sais que j'ai encore des tonnes de choses à apprendre, des tonnes de choses dont je n'ai encore pas conscience, et du coup, je suis très reconnaissante quand on m'ouvre les yeux sur certains phénomènes. Et parfois, c'est capable de me mettre vraiment très en colère sur des sujets que je ne comprends pas, que je trouve vraiment bête, pardon pour les mots, où je me dis en fait ça va beaucoup trop loin, ça m'inquiète aussi beaucoup pour les auteurs, où en fait je trouve qu'on fait peser quelque chose sur les auteurs qui est aussi un peu délétère du côté de la création. Ils écrivent de plus en plus en se disant qu'est-ce qui va me tomber dessus. Et donc, c'est aussi lisser toute une production. Donc, c'est un peu cet équilibre entre les choses qui sont vraiment très intéressantes, qui nous permettent de faire progresser le genre, et des choses qui vont beaucoup trop loin et où c'est presque néfaste pour tout le monde. Merci beaucoup. Il y a un micro qui circule. Oui. Non, on écoute la question là-haut, je sais pas. Dans le... Ça marche. Elle va te... Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de bien vous formuler la question. Comment ça se passe? Vous avez dit que vous étiez plusieurs éditrices, heureusement pour vous. Est-ce que lorsqu'une éditrice reçoit le manuscrit et le lit pour la première fois, elle a le coup de cœur, mais les autres ne l'ont pas du tout et sont persuadés que ça ne va pas marcher? Comment, est-ce que vous avez des conflits de... On a un exemple très concret toutes les deux. On donnera juste pas le titre, mais du coup, on peut vous expliquer ça. Un texte qu'on a lu et sur lequel on n'avait pas du tout le même avis. On se rejoint très généralement. Camille et moi, on se rejoint sur l'analyse. On a le même avis, Marine et moi. C'est vraiment là sur celui-ci. Enfin, non, à une nuance près. Moi, je voyais le texte, je voyais en fait qu'il pouvait y avoir un potentiel énorme dans le texte, mais qu'il y avait un travail. Je sais auquel tu penses. Voilà, il y avait un travail énorme qu'elle allait avec. C'était une autrice qu'on ne connaissait pas, donc on n'a pas du tout la moindre idée du travail qui est capable d'entreprendre l'autrice. Mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait publier ce texte et que le travail, je le ferais. Vraiment, que l'autrice, je passerai le temps qu'il fallait avec elle pour qu'on arrive à sortir ce texte et que ça soit top.
Et Camille était beaucoup plus sceptique parce que, vu la masse de travail, en effet, c'était tout de même un sacré pari et on pouvait se planter. Et donc là, chaque éditrice défend les projets qu'elle a envie de publier chez Hugo. Et donc c'est un peu le go à, en fait, c'est toi qui le prendras en édito, c'est toi qui y crois. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Si, en dehors de cet exemple précis, plutôt la manière dont on s'organise chez Hugo, chaque éditrice lit dans le service des manuscrits des livres chaque semaine. Elle va repérer 1 ou 2 manuscrits qui se démarquent. Et si elle n'a pas de doute et qu'elle a envie de le publier, voilà, elle arrive, elle dit non, vraiment, je pense qu'il faut publier ce texte. Et généralement, on suit l'avis. Si c'est un texte sur lequel elle est moins sûre, dans ce cas-là, on est plusieurs à lire et on peut partager notre avis pour décider de publier ou non. Oui, moi à l'inverse, il y a un texte où je suis arrivée, je dis bonjour, ce texte-là on va le publier, personne d'autre l'avait lu et tu te rappelles, je pense que d'ailleurs tu voulais que personne d'autre ne le lise, comme ça tu étais sûre. Non, celui-là c'est le mien, on le publie, il est à moi. Oui, je vois très bien. Bonjour. Bonjour. J'avais une question ici. Okay. Pas de souci. Est-ce que l'apparition de la sphère du BookTok et du Bookstagram, ça a été aussi pour vous un tremplin pour la New Romance ? Oui, très clairement. La New Romance commence à refaire un boom à partir de 2020. Il y a plusieurs choses qui se passent en 2020 et qui vont tendre à cette remontée. Alors la première, c'est le Covid. C'est les gens qui se remettent à la lecture en général et qui se remettent plutôt à une littérature de divertissement. Le deuxième, c'est le phénomène Colline ouvert. Et on sait que dans l'édition, il y a des grands livres qui tirent tout le marché. Ça a été le cas de Jamais plus de Colline ouvert. Et ensuite, le troisième très important, c'est en effet la montée notamment de BookTok, parce qu'enfin, on a dit pendant des années que les jeunes ne lisaient pas, les jeunes ne lisaient pas, les jeunes ne lisaient pas, sans se poser la question de ce qu'on proposait de lire aux jeunes. Et avec la New Romance, enfin, ils ont trouvé un genre qui leur correspondait, qui les passionnait, et ils n'avaient pas d'espace sur lequel s'exprimer. Et en fait, ils l'ont créé eux-mêmes, ce que moi je trouve génial. Ça a été grâce aux réseaux sociaux. Et nous, en termes de chiffre de vente, on est capable de voir l'impact, et parfois énorme, d'un texte qui d'un seul coup s'emballe sur TikTok. Ce qui est terrible, Marine, c'est que maintenant tu parles des jeunes en disant « ils », et plus nous. Oui, bah ça fait pas 8 ans, ça fait 9 ans qu'on travaille chez Hugo, quoi. Yes. Question suivante. Il y a la jeune fille juste devant. J'avais promis de poser une question, j'ai enlevé le micro. Et là-bas, elle essaye de lever le doigt depuis tout à l'heure aussi. Hein, donc... Promis, ça sera toi la prochaine. Bonjour. Bonjour. Moi, c'était juste une petite question, parce que vous avez énormément de travail, et je voulais savoir comment vous arrivez à vous reposer. Se reposer. Je crois qu'on n'est pas pareil toutes les deux sur le sujet. Moi, typiquement, j'ai dit tout à l'heure qu'entre vie privée et vie pro, la ligne est très très floue chez moi. Camille, au contraire, t'es beaucoup plus... Oui, moi, pour le coup, je considère que... j'ai pas envie de me laisser déborder parce que j'ai plein de projets dans ma vie perso, etc. Et du coup, quand je quitte le bureau, je laisse le bureau derrière moi. Donc voilà. Après, et toi et moi, on est des personnalités où on est toujours en mouvement, on a toujours besoin de faire des choses. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Voilà. Et voilà. Merci. La personne qui levait la main, c'était qui ? Là, oui, là-haut. En haut à droite. Vraiment très très envie de poser une question. Parfait, si vous pouvez faire le remonter, merci. Quelqu'un est en train de lui apporter un micro ou pas ? Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Ok, il y a le micro qui fait une chaîne humaine. Yes. C'était long. C'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser une sûrement qui est un peu, on va dire, assez compliquée par rapport à beaucoup de personnes. Mais c'est par rapport à l'âge. Quelle est votre réaction quand il y a vraiment des mineurs, par exemple de 11 ans, qui vont lire de la noire romance ou de la dark romance ? Merci pour cette masterclass. Vous pouvez nous retrouver en dédicace. Notre réaction. Alors déjà, je pense une chose qui est à préciser, alors que ce soit en dark romance ou que ce soit chez Hugo New Romance, on est très clairement positionné comme un éditeur adulte. La New Romance et la Dark Romance sont des collections pour adultes depuis le départ. Donc tout le travail qu'on fait auprès des libraires, déjà, le premier, ça a été que les genres young adult et la romance ne soient pas ensemble pour éviter le brouillage. Et d'ailleurs, chez Hugo, on a la collection Hugo New Way
qui propose des romans pour ados, et la collection Stardust, qui propose des romans dans un univers fantastique, qui est le pendant ado de la collection Romantaisie. Donc du coup, on a vraiment séparé les deux. La romance et la new romance et la dark romance sont chez nous pour adultes. Tout à fait. Et après, j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la dark romance, de mettre tous les marqueurs pour que les lecteurs choisissent en conscience. C'est je sais ce que je vais trouver dans le livre, est-ce que j'y vais ou non, et que au-delà des lecteurs, typiquement dans le cas de la dark romance, les libraires et les parents se rendent compte que peut-être il faut jeter un petit coup d'œil aux lectures des plus jeunes. Parce que pour le coup, alors une fois que j'ai dit ça, que les collections sont pour adultes, on a tout à fait conscience que oui, des mineurs viennent lire les textes. Donc, je disais pas ça pour... Enfin, on n'a pas non plus une posture où on se défausse en se disant bah, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre problème, c'est un problème qu'on prend au sérieux et où on essaye de trouver des solutions. Après, on ne peut pas être physiquement dans toutes les librairies, derrière les comptoirs, à vérifier les âges des lectrices. Donc, on met en place des avertissements, des choses, etc. Et puis, dans une certaine mesure, sur certaines new romances, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que des jeunes qui sont en train de basculer dans la sexualité, soit on se dit qu'on ferme les yeux, pas du tout, ils sont pas concernés, surtout, ils vont pas lire de new romance, ils ne vont jamais découvrir la sexualité, soit on est un peu lucide et on se dit que peut-être ça peut les accompagner. On se dit aussi peut-être que l'âge de visionnage du premier porno est à 11 ans, 13 ans, que peut-être passer par le filtre d'un éditeur, d'un livre et de quelqu'un qui est passé dessus est plus intéressant. Donc, oui, parce que position, elle est assez nuancée sur cette question. Il n'y a pas un truc binaire où à 18, enfin jusque 18 ans, tu vis dans le monde des papillons et des colombes, et à 18 ans, pouf, d'un coup, tu peux lire les dark romances les plus hard sans aucun souci. C'est plutôt un spectre. Et c'est vrai que aller à partir de, je sais pas, 15-16 ans, lire des romances où il y a des scènes de sexe explicites mais consenties et qui vont montrer une vision de la sexualité qui est certes explicite mais saine, bah, c'est pas une mauvaise éducation à la sexualité en fait. Et sur cet éclaircissement, je suis désolée, en fait, on va devoir arrêter la masterclass vu qu'il y en a une suivante. Donc la prochaine, c'est toi qui vas la tenir, c'est ça, avec Laura S. Wild. C'est la masterclass Posez vos questions à Laura S. Wild. Et comme je suis l'éditrice de Laura S. Wild, c'est moi qui anime la masterclass. Donc vous verrez le pendant. Donc on vous remercie et on vous souhaite un bon festival.